À quoi sert la musique dans le cinéma parlant ? D'abord, dirons-nous, à assouplir ses contraintes réalistes en permettant de prolonger l'émotion d'une phrase au-delà du moment forcément bref où celle-ci est prononcée, d'un regard au-delà du moment fugitif où il brille, d'un geste alors qu'il n'est déjà qu'un souvenir. La musique détache un mot, un mouvement, bref, un élément conceptuel, exactement comme peuvent le faire au théâtre une rime, un enjambement entre deux alexandrins, la fin d'une tirade. Quand le grand théoricien de la musique au cinéma Michel Chion évoque la musique selon les phrases que je viens de citer, il dit en effet qu'elle est arrivée dans le cinéma dès ses débuts comme une sorte de pouvoir magique, un élément libre qui n'a pas à respecter forcément des règles de logique et que, par son côté naturellement poétique, elle permet au film de respirer. Mais surtout, la musique au cinéma, c'est un gros fourre-tout. Elle sert à combler les vides, faire des liaisons, un genre de remède qui sert à créer une harmonie générale quitte à devenir de trop. C'est une pensée très courante et à l'heure du cinéma à gros budget, c'est sans doute la tienne. Et je comprends que ça puisse l'être. Et si c'est bien ton cas, tu es au bon endroit, car je suis là pour te faire changer d'avis. Bienvenue dans Fichier Zip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de fioriture intellectuelle, ici on est clair, on est précis, on est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction. La musique a bien évidemment la vocation principale de faire entendre de la musique de manière réaliste. Mais ce serait presque réducteur, voire faux, de la considérer seulement ainsi, car si elle est réaliste, elle peut projeter le film au-delà, car elle a plein de fonctions et d'utilités. C'est ça d'ailleurs qui permet d'alléger la fonction réaliste du cinéma qui capture la vie pour prolonger ce que la parole, le paysage ou le montage donnent à voir. Elle donne un peu plus de vie au cinéma parlant et elle neutralise le silence du cinéma muet. Des fois, ça met un petit peu le bazar, d'autres fois, c'est fait, disons, intelligemment, de manière pensée, comme un élément aussi important que le décor ou la parole, voire même un personnage. Dans le cinéma muet, la musique est à la fois un appui, un tuteur, mais aussi un élément libre qui a sa propre individualité, qui ne rentre pas forcément dans le chaos général. Qu'on soit clair, il n'y a pas qu'un seul rapport entre une musique et un film. Chaque changement de musique constitue une interprétation supplémentaire du metteur en scène. Mais à quoi ça sert, la musique, te demandes-tu sans doute ? À plein de choses. Avec le texte de Michel Chion, j'en ai trouvé 8. Et comme je suis sympa, je te les résume ici, dans notre épisode d'aujourd'hui. La musique a d'abord ce qu'on va appeler des rôles, des utilités au sein du film. Ce premier grand rôle, c'est celui de symbolisation. Chion dit, avant de servir le film, la musique le symbolise. Elle en exprime en condensé l'univers propre et fait sentir le monde du personnage dont elle est comme un signifiant, un microcosme. Une musique symbolise un film, comme par exemple dans des franchises, des suites de films qui ont un générique. Ou on peut utiliser aussi des instruments particuliers qui vont évoquer des univers. Je suis certaine qu'il y a plein de films que tu aimes, dans lesquels une musique très particulière est utilisée, et dès que tu entends cette musique, même si elle retentit en plein milieu d'une rue ou d'un magasin, tu vas savoir de quel film elle est tirée. J'y reviendrai sur ce côté symbolique de la musique. La deuxième utilité, le deuxième rôle, c'est un rôle de valeur ajoutée. Chion dit, c'est cet effet en vertu duquel un rapport d'information, d'émotion, d'atmosphère, amené par un élément sonore, est spontanément projeté par le spectateur sur ce qu'il voit, comme si cela en émanait naturellement. Ce qui l'amène souvent, paradoxalement, à critiquer le son ou la musique comme étant redondant avec ce qu'il voit. Ça, c'est un effet que tu connais probablement très bien. C'est un effet qui consiste à rajouter sur une scène particulièrement émotionnelle, une musique encore plus émotionnelle pour te rendre encore plus émotionnel à propos de cette scène. C'est rajouter
une musique très triste sur une scène d'obsèques, sur une scène de mort de personnage. C'est rajouter une musique féerique lors de l'apparition d'un personnage fantastique pour maximiser son pouvoir. C'est le fait de rajouter de la valeur musicale à la valeur de l'image. C'est pour ça qu'on pense que c'est redondant. Mais si des fois ce redondant est négatif, la plupart du temps, surtout dans le cinéma à gros budget, il est recherché. Troisième rôle, c'est un rôle 2 en 1, c'est le rôle syncrèse et dissonance. Pour Chion, c'est un effet psychophysiologique, trop négligé comme naturel ou évident, en vertu duquel deux phénomènes sensoriels ponctuels et simultanés sont perçus comme un seul et même événement procédant de la même source. C'est-à-dire que tu vas entendre un son au même moment que tu vas voir quelque chose qui se passe à l'image. C'est tirer parti de la synchronisation entre le son et l'image. À partir de là, tu peux mettre, si tu en as envie, tous les sons que tu as envie sur l'image. Parfois même des sons qui ne vont strictement pas avec ce qu'il se passe à l'image. Ça crée donc soit un effet de syncrèse, quand ça va ensemble, soit un effet de dissonance, quand ce qui est à l'image produit un son que tu n'aurais pas du tout imaginé. C'est un processus qui est très utilisé dans le cinéma muet comique, principalement de Keaton et de Chaplin notamment, ou simplement dans le cinéma d'animation où, puisque c'est un film d'animation après tout, on peut mettre absolument tous les bruits qu'on veut. La quatrième utilité, le quatrième rôle, c'est un rôle de création de lignes de fuite temporelle. C'est, pour citer Chion, cet effet par lequel une chaîne sonore qui par définition est presque obligatoirement dans le temps, donne un temps à une image qui par elle-même n'en comporte pas forcément. Tous ces jolis mots compliqués pour expliquer simplement que la musique à la base c'est du temps, c'est de la métrique, c'est mesuré. La musique va permettre de donner du temps à un plan du film, soit en l'étirant dans le temps, soit au contraire en le faisant paraître beaucoup moins long qu'il ne l'est réellement. La cinquième et dernière utilité, qui est aussi un 2 en 1, ce sont les utilités du thème et du motif. Le thème et le motif, ce sont deux choses différentes au cinéma. Le motif, c'est une petite phrase musicale, identique, qui a pour vocation de se répéter sans jamais changer. Comme un motif de papier peint, le motif musical ne va jamais changer. Les notes vont être les mêmes, la succession de ces notes va être les mêmes. Le thème, lui, c'est une phrase musicale exactement comme le motif, mais qui, lui, est voué à évoluer dans le temps, en fonction des événements du film, ou de la série d'ailleurs, ou en fonction des événements qui secouent l'élément auquel il est rattaché. Par exemple, un thème peut être relié à un personnage, et au fur et à mesure de l'évolution du personnage dans l'histoire, son thème peut évoluer. Il peut accélérer, ralentir, changer de note, changer d'énormément de choses qui vont marquer cette évolution. Il faut distinguer le thème et le motif parce que la musique est utile dans ce champ-là pour parfois évoquer un personnage qui n'est pas forcément là, ou indiquer un type d'émotion. L'avantage de la musique, c'est comme c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable, on peut faire ressentir la présence d'un personnage par son thème, s'il lui a déjà été attribué. Pour différencier le thème et le motif, j'aime beaucoup utiliser avec mes étudiants et mes étudiantes l'exemple de Tim Burton, et notamment des Noces funèbres. Au début du film, on a un personnage qui s'appelle Victor qui va jouer au piano. C'est le piano solo de Victor. Quand Danny Elfman, le compositeur attitré de Tim Burton, compose le thème de Victor, il compose une phrase musicale particulière qui est attachée à ce personnage et uniquement à ce personnage. Cette phrase musicale va évoluer en même temps que le personnage. Plus tard dans le film, Victor rencontre l'autre personnage principal du film, Emily, la mariée morte, et les deux personnages ont l'occasion d'exécuter un duo au piano. On entend alors une variation du thème de Victor, qui avait déjà été joué
mais au début du film. Comme le personnage a évolué, son thème évolue avec lui. À la fois en termes de rapidité, en termes d'harmonique, et aussi en ajoutant un deuxième personnage pour jouer avec lui. Le thème de Victor évolue en ce sens. Un thème peut être composé de motifs qui n'évoluent pas. C'est le thème lui-même, la structure, qui évolue. Le motif et le thème peuvent être utilisés pour créer une structure. La structure d'un film ou d'une série, c'est son générique, de début ou de fin. De la même manière qu'un générique de série évolue souvent au fil des saisons, par petites variations instrumentales, on va considérer qu'il s'agit ici du thème musical de la série en elle-même. Ce thème évolue en fonction de ce qu'il se passe dans l'œuvre filmique. On va passer maintenant aux effets. Il existe 4 effets principaux dans l'utilité de la musique. Tu les connais à peu près tous, c'est juste que tu sais pas forcément qu'ils ont un petit nom technique scientifique. Le premier effet, c'est un effet de modulation de l'espace. C'est un effet par lequel la musique va suppléer le son réaliste, quand il y en a un, ou construire un espace quand il n'y en a pas. Moduler un espace, c'est utiliser des instruments particuliers, admettons des xylophones ou des carillons, pour figurer quelque chose de magique ou de spatial. C'est utiliser des flûtes, par exemple, pour figurer des oiseaux dans un espace forestier. C'est utiliser une harpe pour figurer un espace plutôt du côté de la fantaisie ou du mythe. C'est l'ensemble des sons, musicaux ou non, qui vont créer un espace de telle sorte que tu pourrais presque écouter la musique sans voir l'image et comprendre dans quel espace ça se produit. C'est ce qu'on appelle la modulation de l'espace. Le deuxième effet, c'est ce qu'on va appeler la force agissante. C'est ce que j'appelle la musique portail. C'est quand elle provoque quelque chose. C'est une interprétation qui est assez proche de la syncrèse. C'est quand le rapport est tellement intime entre le son et l'image que tu ne sais pas si l'un provoque l'autre ou si les deux arrivent simultanément. Utiliser une musique en tant que force agissante, c'est pour prévoir l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose. C'est énormément utilisé par exemple dans les films fantastiques ou les films d'horreur pour prévoir l'apparition d'un monstre ou d'une créature surnaturelle. C'est les tambours battants dans Jumanji par exemple, quand le jeu s'anime et qu'une manifestation fantastique va apparaître au sein du quotidien. Quand la musique intervient comme force agissante, c'est qu'elle prévoit dans l'espace sonore l'irruption d'un événement avant même qu'il n'apparaisse à l'image. Juste avant. Parfois même exactement en même temps. Le troisième effet, c'est quelque chose qui va communiquer avec ce rôle de valeur ajoutée que j'ai déjà expliqué. C'est un effet de soutien émotionnel ou au contraire de distanciation ou de création d'absurde. C'est une jolie musique douce pendant une scène d'amour. C'est une musique triste pendant une scène de deuil. C'est une musique joyeuse pendant une scène de fête. Ou au contraire, tu vas avoir des fois des musiques très joyeuses pendant des moments très tristes, ou des musiques très calmes pendant des moments horribles de bataille. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de Django Unchained dans Tarantino, où il y a une scène extrêmement violente à un moment donné dans un salon, et juste à côté, il y a une musicienne qui joue la lettre à Élise à la harpe. Ça crée un effet de distanciation entre la beauté, la poésie, le lyrisme de la musique, et le côté très trivial, très violent, de l'action qui se passe juste à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet anempathique. Et quand la musique va coller, si tu veux, avec l'ambiance de l'image, on va parler ici d'effet empathique. Le dernier rôle qui est aussi un effet, c'est l'idée d'utiliser la musique comme sujet. La musique et son écoute, d'après Chion, sont par nature invisibles et l'invisible
Et la question de rendre les choses visibles, c'est une grande question du cinéma. De toute façon, les films sur la musique vont pas donner une vision réaliste de celle-ci, bien au contraire. La musique est donnée comme existante d'elle-même sans quelqu'un pour la créer. On va donc parler ici de la musique comme sujet, quand elle est réellement le point central du film. Ça va être par exemple les films qui vont raconter l'histoire d'un musicien ou d'une musicienne, par exemple. C'est l'idée et la possibilité de partir d'une impression musicale pour faire en sorte que la musique s'exprime de manière autonome, pour qu'elle devienne une voix en soi, voire un personnage. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de la leçon de piano de Jane Campion, où le piano, l'objet du piano, devient presque un personnage à part entière, étant donné la force de son utilisation dans le film. Je parlais tout à l'heure de symbolisation en disant qu'on pouvait imaginer à partir d'une musique l'espace dans lequel on se trouvait. Tout ça est lié à un imaginaire commun, des instruments de musique, qui vont évoquer un élément particulier auquel les gens, selon leur passé et leur culture, vont se rattacher. Comme j'ai que 30 minutes, je vais simplifier, on va dire qu'il y a 2 types de symboles dans la musique, des symboles descriptifs et des symboles instrumentaux. Les symboles descriptifs, c'est tous les mouvements qui vont intervenir dans la narration, notamment les mouvements physiques du corps et des émotions. On va ainsi moduler l'accélération ou le ralentissement de la musique, la manière dont elle est accentuée ou dont les notes sont au contraire détachées, et si l'allure est régulière ou irrégulière. Par exemple, si on veut faire une ambiance agitée, on va mettre des mouvements rapides, irréguliers, des notes qui changent tout le temps. Si au contraire on veut faire une ambiance paisible, on va impliquer des mouvements fluides, répétitifs, qui vont rassurer. La musique que t'entends dans Fichier Zip, par exemple, c'est un motif de guitare qui tourne en boucle. Je l'ai choisi parce qu'il me permet d'instaurer une ambiance calme, une ambiance posée pour que tu puisses m'écouter tranquille. En revanche, t'auras remarqué que mes génériques de début et de fin sont plus dynamiques et rock'n'roll. Ils me permettent donc d'attirer ton attention, de créer du dynamisme pour structurer l'entrée et la sortie de cette petite bulle de savoir que je t'offre chaque semaine. La direction du mouvement va jouer un rôle très important aussi, selon si la musique est aiguë ou si elle est grave. Il y a un symbole évident à ça. Une musique grave va suggérer en général une force obscure, instinctive, souterraine, un genre de puissance fondamentale, et une musique aiguë au contraire va suggérer les cieux, l'au-delà, l'idéal, l'allégresse. On aura tendance aussi à associer le grave à la tristesse et les aigus à la joie, mais ça pour le coup ça marche pas tout le temps. Si on résume, admettons que je veuille mettre de la musique sur une aurore, donc un soleil qui se lève. Je vais jouer sur une musique du grave vers l'aigu, lentement, pour aller du sombre vers le clair, sur un flou d'abord de la musique qui va partir doucement, monter vers quelque chose de plus net. Ça va donner un truc comme ça. Tu le sens le soleil qui vient ouvrir tes chakras là ? Voilà. Ensuite, on a le second type de symbole, et ça c'est des symboles typiquement instrumentaux. C'est ce que les instruments vont évoquer, et selon comment ils vont être utilisés. Pour ça, il faut différencier les instruments qui vont intervenir en groupe, et les instruments qui vont intervenir tout seuls. Un groupe de violon, par exemple, va suggérer des sentiments, de la passion. Un groupe de cuivre va suggérer une guerre, un cérémonial, quelque chose d'épique. Un groupe de bois, de flûte par exemple, va suggérer des oiseaux, quelque chose de forestier, un truc qui se passe dans la nature, dans une plaine par exemple. Les percussions, elles, vont agir comme des signes de ponctuation et d'ambiance, ou comme l'arrivée d'une puissance pas toujours définie. Les claviers, enfin, vont avoir beaucoup tendance, pas toujours mais souvent, à évoquer une forme de féerie, de fantastique, de rêve ou de flânerie aussi. Quand les instruments sont tout seuls, c'est un peu différent. Traditionnellement, on va attribuer un violon à la mort, au rêve ou à la mélancolie, c'est un peu la caution Dark Academia de l'orchestre, tu vois. Une flûte, elle, toute seule, elle va suggérer par exemple un oiseau, ou un personnage plutôt léger. Une clarinette va suggérer une atmosphère moqueuse, ou selon le ton avec lequel il est joué, quelque chose de plus intime aussi. Un violoncelle,
va avoir tendance à suggérer l'intériorité d'un personnage parce qu'on dit souvent que c'est le timbre d'un violoncelle et le timbre le plus proche de la voix humaine. Une harpe, par exemple, va te transporter dans des endroits de légende et de mythes. Et enfin, une trompette va suggérer de l'énergie, voire même un combat. Et quand on utilise un orchestre, c'est soit pour sous-entendre une masse humaine, un groupe d'animaux ou un groupe d'êtres humains, ou aussi, par exemple, le déchaînement d'un élément climatique. J'aime bien prendre l'exemple du générique de Battle Royale. Le premier, le Requiem de Verdi, que l'on entend dès le début et qui éclate sur un ensemble de vagues qui se jettent contre les rochers. Et tout de suite, paf, ça envoie. Ça déchire un peu quand même. Donc voilà, en termes de symboles, ce que ça donne au niveau de la musique. Et je trouve que ça permet de replacer en perspective, de manière super intéressante, le travail des compositeurs et des compositrices qui sont engagés sur des films, particulièrement quand ils interviennent pour créer spécifiquement la musique du film. Le cas dont j'aime bien parler également, c'est tous les compositeurs et compositrices qui vont s'emparer des classiques du cinéma muet pour les réactualiser et les réinterpréter. L'exemple que j'ai utilisé pendant 7 ans, quand je faisais de la théorie de la musique à mes étudiants et mes étudiantes, c'est celui du Voyage dans la Lune de Méliès, qui a été colorisé dans les années 2000 avec une musique du groupe R, AIR. Ils ont réussi, avec une rare créativité, je trouve, à innover sur toutes les interprétations qu'on pouvait avoir sur ce film centenaire quand même, et à y infuser par des effets de modulation spatiale et de symbolisation, toute l'énergie du merveilleux fantastique qu'avait créé Méliès. Et je commençais toujours mes cours au début de l'année en faisant écouter juste la musique et en demandant à mes étudiants et étudiantes d'écrire sur une feuille l'histoire que ces sons racontaient. Et à peu près 8 fois sur 10, ils écrivaient l'histoire du voyage dans la Lune à la perfection. Ce qui confirme l'incroyable pouvoir de la musique à stimuler notre imagination. Ce petit épisode musical se termine ici. J'espère que ces découvertes auront fait évoluer positivement tes sentiments sur la musique au cinéma et qu'elles t'auront peut-être donné envie de te pencher sur tes musiques de films préférées. J'ai donné le cours de musique au cinéma pendant 7 ans et c'était de très loin mon préféré. Si tu souhaites que je fasse de nouveau des petits cours théoriques sur la musique, peut-être un petit peu plus profonds, n'hésite pas à me le faire savoir sur les réseaux sociaux. J'espère que ce petit condensé sur la musique au cinéma t'aura plu. Si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci de ton écoute. Et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.